Merci de nous suivre en direct d'Antenne. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal de ce lundi 6 avril qui était une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'est agi d'une journée en commémoration au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une date qui valorise l'héritage et renforce les devoirs du mémoire autour de luttes ayant contribué à l'affirmation de l'identité africaine. En marge de cette commémoration, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est donc rendu ce lundi dans la cité de Kamba, dans la province du Congo central, afin de communier ensemble avec les fidèles kimbanguistes. À cette occasion, le président Tshisekedi a pris la décision de baptiser Kamba, ville sainte. Suivez dans ses propos recueillis par Rafat Kachunga. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi Simaya Masolo, touti kozwa na papa Simon, na zui lisusu décision Yasika. Décision wana ezali yako zwa statut yako pesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango, na pesi bino mbote, botika la malamu nzamba batela bino, et tokoya komona na mbalasima. Merci mingi. Annoncé Giscard. Et il faut tout de même préciser que la date du 6 avril rappelle les débuts du ministère du prophète Simon Kimbangu, reconnu pour son engagement en faveur de la dignité et l'émancipation du peuple africain durant l'époque coloniale. Alors qu'en est-il de son parcours? Je vous laisse découvrir tout ce qu'il a eu à vivre pendant qu'il était encore en vie dans ces récits que vous avez proposés par Fofana Mukubi. Mêlant ferveur spirituelle et résistance au colonialisme belge de l'époque, la lutte de Simon Kimbangu, que la République démocratique du Congo a célébré la journée de ce lundi 6 avril 2026, vaut son pesant d'or dans la mesure où elle s'inscrit dans un long et permanent processus de veille de conscience patriotique des Congolais et Congolais. 34 ans après sa naissance à Kamba, un petit village de la province du Congo central, Simon Kimbangu, dont le nom en langue Congo signifie celui qui révèle les choses cachées, commence au ministère et prêche un message de foi chrétienne réinterprété et affirmant la valeur de l'homme noir. Associé à cela, les accomplissements des miracles, la foule qui l'observe est tentée de les suivre. Son message, pourtant religieux, est vu par l'administration coloniale comme un acte de défi politique. Simon Kimbangu enseigne que l'homme noir n'est pas un esclave et prophétise que les structures coloniales seront renversées. Son mouvement, le kimbanguisme, remet en cause l'autorité morale des missions évangélisatrices soutenues par l'État colonial. Effrayées par l'ampleur que prenait de plus en plus l'homme et sa mission, les autorités belges vont l'arrêter en septembre 1921. Simon Kimbangu est accusé de sédition et est pour ce faire condamné à mort. Mais sa peine lui sera commuée en prison à perpétuité grâce à l'implication du roi des Belges. Il passa ainsi 30 ans de détention en prison à Lubumbashi, ex-Elisabethville, isolé de sa famille, jusqu'à sa mort le 12 octobre 1951. Ce long emprisonnement, dénoncé comme détention record,
par plusieurs organisations anticolonialistes, fera de lui un martyr sérieux et un symbole de résilience. Sa lutte, mise en avant-plan spécialement aujourd'hui, est considérée comme l'un des jalons majeurs ayant mené à l'indépendance du Congo en 1960. C'est à ce juste titre que le président Félix Tshisekedi, après avoir remonté l'histoire de son pays, a été convaincu en 2023 de louer les efforts du prophète nationaliste avant de décréter le 6 avril de chaque année, journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Catéchiste à la mission protestante de Kombeluteti, où il fit également ses études primaires, Simon Kimbangu prétend recevoir un appel divin de paître son troupeau. Il le fuira, mais un peu plus tard, la mission le rattrapera et fera de lui le guide spirituel de la nouvelle religion africaine d'une part et de l'église de Jésus-Christ sur terre de l'autre. La religion qui véhicule ce message, le kimbanguisme, officiellement reconnu en 1959, compte actuellement des millions de fidèles à travers le monde. Nous allons à présent changer de chapitre pour parler cette fois-ci de l'armée congolaise qui a riposté farouchement à une double attaque de la coalition ADF-CRP en territoire de Mambasa et de Djougou dans la nuit du dimanche 5 et c'est lundi 6 avril 2026. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, dresse les bilans de 5 terroristes ADF neutralisés aux environs de Mambasa centre et 6 miliciens CRP neutralisés à Djougou. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, nous vous informons que l'armée engagée sur les opérations dans les territoires de Mambasa et Djougou se sont affrontés à Mambasa contre les ADF et dans le territoire de Djougou contre la CRP. Lors de ces combats, les ADF et leurs alliés de CRP, les forces armées ont neutralisé 11 rebelles, dont 5 ADF MTM et 6 éléments CRP de Thomas Lubanga neutralisés. Les armes ont été récupérées, respectivement à Mungwere sur la RN 4 et au groupement Dina secteur Walendu Piti dans le territoire de Djougou. Lors de cette double attaque, d'une part à Mambasa par les ADF, d'autre part dans le territoire de Djougou par la CRP sur la population civile, les forces armées ont riposté farouchement contre ces attaques. Un bilan provisoire fait état des 11 rebelles neutralisés, 5 ADF et 6 éléments de CRP neutralisés. Les armes de guerre récupérées. Du côté civil, quelques maisons incendiées et des civils blessés. La situation est maîtrisée par les forces loyalistes et nous poursuivons avec 2 opérations de traque et de poursuite contre ces ADF à Mambasa et dans le territoire de Djougou. Pour barrer la route et mettre hors d'état de nuire, ainsi que organiser ces opérations, et commandant des opérations et gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kanchama Johnny, appelle sa population à collaborer et à la vigilance, mais également de raviver la résistance patriotique et la résilience en vue de restaurer l'autorité de l'État et poursuivre ces hors-la-loi et le mettre hors d'état de nuire. Et pour continuer ce journal, laissez-moi vous annoncer qu'à Kinshasa, les femmes guides nationalistes du parti lumumbiste unifié PALU ont clôturé les dimanches 5 avril 2026 les activités du mois dédié aux droits de la femme. Une cérémonie marquée par une forte mobilisation et des messages en faveur du leadership féminin, comme nous l'explique dans ses reportages Mondi Kouyala. Les femmes des partis lumumbistes unifiés PALU ont clôturé le dimanche 5 avril 2026 à Kinshasa les activités du mois dédié aux droits de la femme par les femmes guides nationalistes du parti lumumbiste unifié PALU. Une forte mobilisation a été enregistrée avec des milliers de femmes venues des différents quartiers et communes de la capitale pour répondre à l'appel du parti.
La cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général chef du parti Didier Mazenga Mukanzu, accompagné de plusieurs cadres. Dans son intervention, il a appelé les femmes à s'impliquer davantage dans la société et à prendre leur destin en main. Plusieurs allocutions ont marqué l'activité, notamment celle de la première vice-présidente des femmes guide, Maman Kitambala, suivie d'une intervenante et du secrétaire général chef du parti ad intérim Dolin Kachama. Nous avons commencé le 8 mars. Nous avons célébré, c'était l'ouverture. Et puis il y a eu beaucoup d'activités au sein du parti. Et aujourd'hui, nous sommes venus clôturer, le secrétaire général était là. C'est justement pour dire aux femmes que tout ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Donc nous devons travailler ensemble pour aller de l'avant. Les femmes palou ne doivent pas rester en arrière-plan. Nous devons travailler pour aller de l'avant, pour faire c'est comme les femmes du palou qui ont fait trembler le président Mobutu lors de sa dictature. Mais nous sommes sortis dans la rue, les femmes palou sont sorties dans la rue, et elles ont marché, elles ont bougé le président Mobutu. Donc nous sommes là pour suivre leur exemple. Point marquant de la journée, la distribution de plus de 5000 pagnes aux participants dans une ambiance festive. À travers cette mobilisation, les femmes guides du Palou réaffirment leur engagement à promouvoir les leaders féminins et à contribuer activement au développement du pays. Et puis, un nouveau cabinet spécialisé en conseil stratégique fait son entrée dans le paysage entrepreneurial congolais. XL Consult a inauguré samedi 4 avril son siège dans la commune des Limété avec l'ambition d'accompagner efficacement les entreprises et les porteurs de projets. Détails et précisions avec Mondi Kouyala. Dans un environnement économique de plus en plus exigeant, les entreprises et les entrepreneurs ont besoin d'un accompagnement structuré pour prendre des décisions efficaces. C'est dans cette dynamique que s'inscrit XL Consult, un cabinet congolais spécialisé en conseil stratégique qui a inauguré samedi 4 avril 2026 son bureau de la direction générale à Kinshasa dans la commune de Limété sur la 13e rue. Positionné comme un acteur innovant, XL Consult se distingue par une approche axée sur l'intelligence stratégique, a précisé son directeur général Didier Nara Merindi lors de la présentation officielle du cabinet. XL Consult, comme vous venez de le dire, n'est pas un bureau de plus en RDC. C'est un bureau qui amène un plus, au contraire. Notre vision est qu'on puisse accompagner le décideur, le porteur de projet, les projets, les bailleurs de fonds, les entrepreneurs, à formaliser, à structurer, à performer leurs activités et surtout à sécuriser leurs décisions. Comme vous savez, dans notre pays, parfois, les gens créent des entreprises juste pour les créer. Les gens ont des entreprises, mais des entreprises qui n'évoluent pas. Faute d'accompagnement stratégique, faute de décisions qui permettent au moins au projet de se développer ou d'accroître. Et nous, notre vision, nous venons donner cette expertise-là intellectuelle en termes de conseils, en termes de stratégie, en termes d'analyse pour accompagner effectivement les décisions et la performance des entreprises. À travers ces services, XL Consult propose également un appui spécifique aux jeunes entrepreneurs en les aidant à structurer leur initiative, à valoriser leurs compétences et à mieux orienter leurs projets. Contrairement au cabinet traditionnel, XL Consult se positionne comme un véritable carrefour stratégique collaborant avec divers partenaires, notamment des experts financiers, les bureaux d'études et d'autres structures spécialisées afin d'offrir des solutions complètes et adaptées. Dans un contexte où la performance et la rigueur sont essentielles, XL Consult s'impose progressivement comme un acteur clé de l'accompagnement stratégique en République démocratique du Congo au service du développement des entreprises et de l'innovation entrepreneuriale. La soirée des présentations et d'inauguration s'est clôturée par une visite des installations en présence d'entrepreneurs, des décideurs et de plusieurs personnalités venues découvrir ces nouveaux cadres dédiés à l'intelligence stratégique. La formation a pris fin, place à présent au travail. Les nouveaux inspecteurs de l'aménagement du territoire sont désormais opérationnels en République démocratique du Congo. C'est là après leur présentation intervenue le samedi 4 avril 2026 à Kinshasa. Ils auront pour mission de contrôler l'occupation de l'espace, constater les infractions et faire respecter les normes en vigueur. Suivez.
Après plusieurs mois de formation, ces inspecteurs sont désormais opérationnels pour contrôler l'occupation de l'espace, constater les infractions et veiller au respect des normes d'aménagement du territoire à travers les pays. L'ONAT, Observatoire national pour l'aménagement du territoire, structure technique du ministère de l'aménagement du territoire, jouera un rôle stratégique dans la gestion des données territoriales. Nous avons attaqué la deuxième session de formation des inspecteurs. Nous avons terminé aujourd'hui et qui seront incessamment, d'ici moins de 2 semaines, largués sur le terrain pour commencer déjà leur travail sur le terrain. C'est ce que nous avons compris, le procureur a beaucoup insisté sur ça. Et la loi nous oblige, parce que tout ce que nous vivons comme désordre, comme urbanisation non planifiée, nous devons nous y mettre pour constater les infractions. Dans moins de 2 semaines, la structure est déjà là, on attendait juste la segmentation de la deuxième formation. Dès qu'ils ont terminé, dans moins de 2 semaines, vous allez les voir sur le terrain. L'ONAT collecte, analyse et diffuse les informations sur les dynamiques des territoires et assure également une veille afin de prévenir les risques et catastrophes liés à l'occupation de l'espace. À peine créée il y a près de 3 ans, l'ONAT a mené des études sur l'érosion à Kikwit, l'identification des zones marécageuses à Limete ou encore l'analyse des zones à haut risque à Kinshasa. Ces nouveaux inspecteurs attendent renforcer les contrôles et mieux encadrer l'utilisation de l'espace physique en République démocratique du Congo. Et à Massina, précisément au quartier Kimbangoraï 1, les habitants font face à une pénurie d'eau potable criante depuis la démolition de plusieurs habitations. Voilà bien une situation qui perturbe beaucoup leur quotidien. Reportage à Norkabouya Moulumba. Selon les témoignages recueillis sur place, cette pénurie est douée à la destruction du réseau de distribution d'eau lors des opérations de démolition. Privé d'un accès régulier d'eau, le résident éprouve d'énormes difficultés pour satisfaire leurs besoins de base. Face à cette réalité préoccupante, les habitants lancent un appel urgent aux agents de la régie des eaux. Ils sollicitent une intervention rapide afin de réparer les tuyaux endommagés et rétablir la desserte en eau potable. Il fallait réparer la tuyauterie après la démolition car les caterpillars avaient endommagé les tuyaux. Nous éprouvons un vrai problème d'eau depuis les travaux de démolition dans notre quartier. Quand il pleut, c'est le chemin de la croix. C'est un problème pour les petits enfants surtout et pour nous tous. La population espère ainsi retrouver des conditions de vie normales dans les plus brefs délais. Poursuivons ce journal dans les rues de Kinshasa. Des petits enfants deviennent des vendeurs ambulants. Derrière ces phénomènes, la pratique de ces activités économiques se cache une triste réalité, notamment la pauvreté et la séparation des parents. Cette situation a créé pour les uns l'abandon des études, pour les autres la non-scolarisation. Reportage Aminata Soirée. De nombreux enfants passent leur journée à vendre de petits articles dans les rues de Kinshasa pour aider leur famille. Cette situation les éloigne de l'école et certains arrivent à abandonner complètement leurs études. Ceux qui n'ont pas gagné 15 000, ceux qui n'ont gagné 5 000. Si je vends une rame de papier mouchoir, je gagne 15 000, le demi revient à 5 000 francs congolais. Cette somme ne me permet pas à nouer les 2 bouts du mois. Je quitte Kanloka jusqu'au centre-ville. Parfois, je fais les pieds. Je demande au gouvernement de nous venir en aide. Je suis sirère depuis l'âge de 11 ans.
Ça fait une année déjà. Papa nous a abandonnés. Je suis resté qu'avec maman et mes petits frères. Je suis aîné. Par jour, je gagne 15 000 francs ou 10 000 francs, voire 5 000 francs congolais. Je demande aux autorités de nous venir en aide. Exposés aux dangers dont les accidents de la route et l'insécurité, ces enfants vivent dans des conditions difficiles. Leur vie quotidienne démontre à quel point la pauvreté peut pousser le plus jeune à grandir trop vite. Comme la Convention relative aux droits de l'enfant, un texte qui protège tous les enfants de moins de 18 ans. Cette convention garantit leurs droits essentiels, vivre, grandir, être protégés et s'exprimer sans discrimination aucune. Vous ne le saviez peut-être pas, chaque 6 avril, le monde célèbre la journée internationale du sport au profit du développement et de la paix. Au-delà d'être une compétition, le sport est aussi un catalyseur de transformation sociale. Il favorise le respect de règles, la discipline et l'esprit d'équipe, des valeurs essentielles pour construire une société humaine. Le détail avec Soki Kandaki Sabrina. Le monde entier célèbre le 6 avril 2026 la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Dans le cadre de cette journée, nombreuses organisations tant nationales qu'internationales mettent en avant des programmes qui utilisent le sport pour lutter contre les inégalités, encourager l'inclusion des personnes marginalisées et sensibiliser aux enjeux de la santé publique. La journée internationale du sport est une journée qui doit rappeler à tous que le sport n'est pas juste pour les athlètes et les professionnels, mais pour tout le monde. Tout le monde doit faire du sport, quel que soit notre âge, quel que soit notre mode de vie, parce que, comme on l'a déjà dit, et comme toutes les études le prouvent, que le sport est très bien pour notre santé. Il va nous aider à réduire le stress de toute la journée. Et donc j'encourage tout le monde à faire du sport, quel que soit le sport. Choisissez le sport que vous aimez. Cette journée est également l'occasion de souligner le rôle du sport dans la prévention des conflits et la promotion de la paix. Par les biais de tournois, programmes éducatifs ou des campagnes de sensibilisation, le sport permet de créer des espaces de dialogue et de rapprochement entre les individus. Enfin, cette journée nous démontre que les terrains de sport peuvent être autant de lieux d'apprentissage, de tolérance, de coopération que des lieux de compétition. Toujours dans ces chapitres du sport, on va parler du ministre du Sport Didier Boudimbou qui est revenu ce dimanche 5 avril à la Cité de l'Union africaine sur son parcours à la tête du ministère du Sport congolais. Entre réformes engagées, défis et ambitions pour l'avenir, les patrons du sport évoque le fruit des efforts et son engagement au service du secteur sportif. 52 ans après, le ministre n'a pas caché son émotion de voir le pays se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra au mois de juin prochain. Suivez-les dans cet extrait choisi par Albertine Mbouyi. On a commencé un grand travail avec mon cabinet, avec certains partenaires. On a commencé, quand je dis un grand travail, alors vraiment un grand travail parce que on a vécu des critiques, des enjeux, tout ce qui va avec. Mais j'ai eu à découvrir des jeunes très talentueux, avec beaucoup de talent dans le haut-part. J'ai pu connaître plus ou moins chacun d'entre eux. J'ai connu le coach des Sabres. Et dès le premier contact, j'étais persuadé, j'étais sûr qu'on allait y arriver. J'étais sûr à 1 milliard de % qu'on allait y arriver. Il n'y avait rien qui allait m'empêcher de le faire, qui allait nous empêcher de le faire. C'est vrai que quand on a perdu contre le Sénégal, ça c'était vraiment... C'était le coup. Je me rappelle, j'ai pleuré jusqu'à 3-4 heures du matin et l'autorité m'a appelé pour me dire n'attends pas ça de moi et que je dois me relever et que je sois sûr qu'on va atteindre, on sera qualifié pour le mondial. Chose qui est en train de se réaliser. Quand le Zaïre a eu à participer au mondial, je n'étais pas encore né. Je ne pense même pas qu'il y avait encore des projets sur ma personne parce que je suis né quelques années plus tard après ce mondial. Donc quand on parle de ce mondial-là où le Zaïre, qui était le premier pays africain subsaharienne à y participer. Pour nous, c'est comme si on nous racontait une histoire de Tati Ouattara, Mami Ouattara. Une histoire qui n'existe pas. Il fallait maintenant pouvoir le réaliser, il fallait pouvoir le faire. Et on l'a fait. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. On l'a fait avec beaucoup de douleur. Et tantôt, je ne l'ai pas bien dit, mais nous avons un partenaire. Je tiens à remercier mon collègue, le ministre des Finances, qui m'a quand même accompagné. Et bon, je sais que quand
Si cette qualification du Léopard à la prochaine Coupe du Monde ne peut que continuer à être un sujet de joie du côté du régime en place, du côté de l'opposition, on le dénonce. Une politisation de l'équipe nationale. Prince Epengue, porte-parole de la coalition Lamouka, croit que l'UDPS, le parti au pouvoir, devra être tenu responsable si jamais ça tournait mal pour les Léopards à la Coupe du Monde. Suivez. Cependant, nous condamnons et déplorons l'instrumentalisation et la récupération politique faite par l'UDPS et l'Union sacrée de cette victoire et de cette qualification du peuple à la Coupe du Monde. Nous rappelons à l'UDPS que l'équipe nationale appartient à la nation tout entière, pas à Félix Tshisekedi, pas à l'Union sacrée, pas puisqu'elle n'a appartenu à Kabila, lorsque celle-ci avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations CHAN. La Mouka rappelle à l'UDPS que pendant 7 années au pouvoir, sa politique sportive est un échec total. Tenez, pendant 7 ans au pouvoir, l'UDPS n'a pas créé des académies sportives pour détecter les talents dans toutes les provinces du Congo, pour les former et faire sortir des pépites. Pendant 7 ans au pouvoir, l'UDPS a tué les championnats nationaux de football. L'INAFOOT est mort enterré. Et Pefkine est mort enterré. Même au sein des Léopards, vous allez... Madame, Messieurs, c'est par ici que se termine cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Antenne A pour la continuité du programme. Au revoir.